Et on est en direct. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien du coup pour cette deuxième conférence du sommet. On se retrouve du coup avec Sibrina pour parler naturopathie animale. Et je suis super contente de l'accueillir parce que j'ai découvert la naturopathie animale avec Sibrina parce que je ne connaissais pas du tout avant, concrètement, pour parler, pour dire la vérité. Je connaissais très vaguement de nom, on en avait un petit peu discuté à mon école de naturopathie, mais pas plus que ça. Et j'ai été incroyablement surprise à quel point je trouve ça exceptionnel. Donc, merci Sibrina d'avoir accepté de faire cette conférence. On va pouvoir du coup commencer et discuter un petit peu de naturopathie animalière. Tu vas pouvoir nous présenter le cursus chez Synergie et surtout nous présenter la naturopathie animale. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Qui es-tu? Alors, je suis Sibrina, donc bonjour à tous et à toutes. Merci Eva de nous accueillir. C'est toujours un plaisir de partager nos passions et nos valeurs. Donc, qui je suis moi? Donc, comme j'ai mis, j'ai fait un parcours dans l'animation socio-culturelle pendant pratiquement 20 ans. Et en fait, j'ai pris conscience en discutant avec toi que j'ai beaucoup travaillé sur des projets de développement durable, des projets autour de fermes pédagogiques. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai toujours eu un pied finalement dans le monde animal. Donc ça m'a beaucoup passionnée et notamment tout public parce que je travaillais dans des écoles, donc je touchais bien les enfants et aussi les parents, les enseignants, les associations et différents milieux de fermes pédagogiques. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil au réseau Savoir Vert qui est vraiment top aussi sur l'accompagnement des animaux dans leurs fermes pour le grand public. D'accord. Donc voilà, ça c'est un grand parcours, 20 ans, dont 10 ans dans la fonction publique d'ailleurs. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'en ai fait le tour. Je n'évoluais plus comme je le souhaitais. Et comme tout à chacun, et la vie étant bien faite, mon parcours personnel m'a amené à la maladie. Et je me suis dit, j'ai peut-être plus ma place à cet endroit-là et il me faut maintenant repenser aussi bien moi sur mon plan physique, me retrouver moi, retrouver aussi ma philosophie de vie, comment je continue mon chemin, comment je continue mes valeurs, comment je continue ce partage. Et j'ai recherché justement du sens dans mon parcours pour le coup. Et c'est ainsi que je me suis formée au fur et à mesure à la naturopathie. D'accord. Naturopathie humaine dans un premier temps, étant donné que c'était pour moi, donc c'était par rapport à mes soucis de santé que je voulais essayer de résoudre en retrouvant un équilibre naturel. Et la naturopathie, on commence par là, puis on se perfectionne au fur et à mesure. Donc, comme tout à chacun, une technique me passionne, dont j'en enchaîne avec une autre. Et ainsi de suite, je me suis formée donc aux plantes, avec l'école des plantes de Bailleul notamment, donc en phytologie, l'iridologie aussi, qui m'a pas mal interpellée. En technique de respiration, parce que un outil gratuit et à disposition très facilement. Je suis aussi très orientée sur la médecine traditionnelle chinoise, donc je me suis formée à la diététique chinoise, aux techniques de réflexologie plantaire notamment. Et pour arriver à la naturopathie animale, que je te détaillerai après, parce qu'entre-temps, comme j'ai démissionné de la fonction publique, la vie étant bien faite, la loi de l'attraction, on en parle toujours, donc on attire ce qu'on attire. J'ai eu la chance de rencontrer l'équipe Synergie, où je me suis retrouvée vraiment en adéquation en termes de valeurs, en termes de partage de projets, en termes de philosophie. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie de l'équipe et je suis du coup, je dis responsable de l'antenne sur l'île Dunkerque, entre l'île et Dunkerque, donc dans les Flandres. D'accord. Ce qui est riche, je trouve, c'est ça montre en fait qu'on peut venir de n'importe quel milieu. On n'est pas obligé d'être infirmière, d'être aide-soignante, de sortir du milieu forcément médical pour devenir naturopathe. Ah ouais, non, là, on a fait un examen cet après-midi et c'était une ancienne peintre en bâtiment. Donc, voilà. C'est vraiment, c'est une philosophie de vie, c'est pas un métier à la base, donc c'est vraiment ça qui nous amène à en faire un métier, mais c'est vraiment des valeurs de vie partagées, en fait. Ok, super. Et du coup... Pourquoi la naturopathie animale?
ou naturopathie animale, parce que plantes, réflexologie, bah oui, bah c'est pour lui, hein, c'est ce beau labrador, parce qu'il y a plusieurs animaux sur cette diapo. C'est Bucci, hein, en flamand, c'est le petit dernier, qui est maintenant l'aîné d'ailleurs, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres chiens, d'autres chats, des poissons et des poules. Et pourquoi particulièrement pour lui Parce que la maladie l'a aussi touché à un moment donné, on en reparlera plus tard, et il s'est fait amputer suite à une infection qui a mal tourné. Donc, et du coup, suite à cette amputation qui a eu lieu maintenant il y a quelques années, je voulais aussi soutenir sa vitalité pour qu'il vive le plus longtemps possible finalement. Et voilà pourquoi je me suis penchée sur le bien-être animal. Et en fait, en me penchant sur le bien-être animal, on voit le vivant dans toutes ses formes. Je parlais de plantes, on peut aussi parler des animaux. Et comme je dis souvent, on est mammifère en tant qu'être humain. Donc finalement, c'est une suite logique, je trouve. D'accord, c'est super. Un warrior comme sa maîtresse. Oui, ça, je sais pas, mais en tout cas, on fait une bonne équipe. Donc, comme on a vu avec Corinne ce matin, est-ce que tu vas pouvoir nous parler un petit peu des origines de la naturopathie animale? Est-ce qu'il y a, comme on a vu, Pierre-Valentin Marchessault, Hippocrate, ces grands noms en fait de la naturopathie, comment c'est né en fait, tout simplement? Alors, je ne vais pas reprendre les grands mouvements fondateurs que Corinne a très bien expliqué ce midi. Parce que en fait l'origine est la même finalement, comme j'ai dit, on est mammifères, donc on étudie chez Synergie chats, chiens et chevaux qui sont aussi des mammifères, donc on est vraiment dans cette continuité. Il y a des petits compléments, comme j'ai mis la loi de l'énervation de Tilden, donc la petite citation qui va bien, l'épuisement nerveux décharge la force vitale. Et en fait, on parle souvent du côté holistique. Donc là, on peut rebondir notamment sur de l'interaction de systèmes. Notre système nerveux contrôle vraiment toutes les parties de notre corps. Et à un moment donné, quand le système nerveux est trop sollicité, les autres organes, notamment nos organes d'élimination, font moins bien leur travail. Il y a une toxémie qui peut s'accumuler et cette toxémie va créer des déséquilibres ou des symptômes. Donc ça, c'est exactement le même principe que pour nous, j'ai envie de dire. Totalement. On a aussi la loi de l'hormèse, dont Pierre parlera dans une conférence prochainement. Mais la loi de l'hormèse, on part aussi du principe qu'on va mettre à mal un peu, on va stresser un peu l'organisme à chaque fois, et dans un but de renforcer un peu le système immunitaire, mais pour aussi s'adapter à son environnement naturel. Donc, je pense par exemple aux chevaux à qui on peut mettre une couverture pour les protéger du froid. Techniquement, un cheval vit dehors. Donc, le faire tout doucement comme ça, voilà, ça permet de retrouver son état, on va dire, naturel. Totalement. Donc, pour la loi de l'hormèse, le petit résumé toujours, c'est tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'aime bien cette citation, en plus. Et tous les jours, à appliquer un parti, les bains froids, pareil, qui peuvent aussi être utiles. Je me suis permise de passer du coup à la prochaine encart où on va parler un peu du lien étroit. En fait, c'est ça qui me paraît le plus dingue avec la naturopathie animale, c'est que je n'avais pas compris que c'était comme la naturopathie humaine en fait. C'est ça que tu m'as vraiment fait découvrir et c'est ce parallèle en fait qui est très intéressant. Oui, et là on voit bien entre les hommes et les animaux, il y a toujours eu un rapport très proche, même si après les hommes étaient aussi préhistoriques, ils avaient aussi leur côté sauvage qui a été domestiqué. C'est pareil pour certains animaux, on voit bien que le chien, il y a eu un accord, je pense au loup de Saint-François d'Assise, où il y a eu cet accord où le loup, on te donne à manger, t'arrêtes de nous attaquer. Donc voilà, il y a eu comme ça dans l'histoire des petits pans très très forts avec l'homme et l'animal. En Égypte, on retrouve le divin, donc là, à la grande fierté des chats, parce que souvent les chats étaient bien cités. Les Amérindiens, ils parlaient déjà d'animal totem, qu'on pouvait aussi retrouver. Et les Grecs parlaient, c'est notamment Aristote qui parlait de l'observation. Et cette observation, chez Aristote, on la retrouve dans la notion d'éthologie, que Corinne a abordée aussi ce midi. On est vraiment on étudie le comportement animal pour comprendre comment il s'établit, comment il évolue et comment il peut contribuer à la survie de son espèce finalement. Et là, on est vraiment sur le côté vie en communauté, j'ai envie de dire. On a tous une place, on est tous vivants, on a tous une place et il faut par contre s'adapter aux besoins de chacun et comment on fait pour vivre en harmonie pour le coup. D'accord.
Et donc, quelles sont les techniques, en fait, qui peuvent répondre aux besoins des animaux, en fait, comme nous, on a nos techniques pour la naturopathie humaine, entre guillemets. Donc, et oui, au-delà de ces techniques, il y a aussi ce besoin de société, étant donné qu'aujourd'hui, les animaux, ils sont quand même dans un confort, hein. Donc, leurs gardiens cherchent aussi à améliorer leur cadre de vie au quotidien. On en parlera tout à l'heure avec l'anthropomorphisme, hein, notamment. Par contre, il faut aussi les informer sur les besoins adaptés aux animaux. Par exemple, un chat d'appartement, c'est vrai que ça peut être compliqué pour le chat, étant donné que le chat a besoin de mouvement, a besoin de sauter, a besoin de faire ses griffes pour se décharger. Donc voilà, parfois, c'est bien aussi de rappeler aux gardiens ses besoins premiers pour que l'animal se sente en bonne vitalité. On va forcément aussi aborder les maladies de civilisation, hein, parce que on le voit notamment avec l'alimentation. Il y a des croquettes très protéinées, des croquettes avec beaucoup de glucides. Or, un chien, un chat ont plus besoin de protéines et ces glucides vont peut-être les surcharger de colle, hein, pour parler de toxémie, et ces colles vont créer des pathologies dues à cette surcharge de glucides. Et je parle d'amélioration des techniques de soins parce que, comme nous en médecine, hein, les vétos, nos collègues vétérinaires ont aussi énormément de progrès dans leurs outils. Donc, l'animal aujourd'hui vit de plus en plus vieux. Et comme moi je l'ai fait avec mon chien, on cherche des méthodes pour que nos animaux vivent vieux, mais aussi en bonne santé. Totalement. Totalement. Rechercher vraiment cet équilibre, en fait, au quotidien. Donc, en fait, comme nous, on se base sur l'hygiène de vie de nos animaux pour savoir sur comment il dort, mais même où il dort. Est-ce qu'il dort sur un canapé, qu'il est un chien de canapé, ou est-ce que on a du mouvement, on a de l'élimination, etc. Donc, du coup, les similitudes avec la naturopathie humaine. Et là, les similitudes, c'est qu'on parle de grands principes en naturopathie humaine. On va les retrouver en naturopathie animale, hein. J'ai fait ce petit dessin là avec le corps a tout ce dont il a besoin, il n'a pas de carence, il élimine, il n'a pas de surcharge, et ça, c'est la garantie d'une bonne vitalité. Donc pour ça, on va prendre soin de sa force vitale, hein. Donc sa force vitale, ça va passer par son hygiène de vie. Comme on l'a dit, hein, l'alimentation, une alimentation adaptée, c'est valable pour les chevaux, hein. Un cheval qui mange trop de jeunes pousses peut aussi avoir des petites douleurs digestives parce que ces jeunes pousses ne seront pas appropriées à ses besoins. Oui. On va aussi comprendre le déséquilibre de l'organisme. Donc, on ne va pas s'attarder sur un symptôme, mais bien rechercher la cause de ce symptôme. Pourquoi il y a ce déséquilibre? D'où peut-il provenir? Je parlais d'interaction de système tout à l'heure, hein. Oui, des troubles digestifs peuvent venir d'un stress trop présent, par exemple. Oui. Du coup, adapter nos conseils. Alors, explorer toutes les dimensions, hein, physiques, émotionnelles, énergétiques. Je prends l'exemple tout bête, hein, vu que je l'ai vécu, comme je suis maman aussi. L'arrivée d'un bébé dans un foyer, comment l'animal va réagir. Travailler sur cette acceptation, la place de chacun d'eux dans la maison et leur rôle finalement. On va aussi assécher les sources toxémiques, hein, parce que comme on dit, on parle de drainage ou de revitalisation, mais avant toute chose, on va aussi assainir l'organisme et éviter d'introduire toutes ces toxines dans l'organisme pour éviter justement ces surcharges et favoriser un fonctionnement optimal. Je pense notamment au chien de ma mère qui doit manger à peu près ce que toute ma mère mange, mais même, voilà, toutes les cochonneries. Donc, j'espère que ma mère regarde la conférence. Comme ça, elle va... Et ça arrive bien souvent, et en plus, souvent on me dit « Oh, mais il fait des petits yeux, alors on voit bien qu'il a faim. » Ben oui, ils savent très bien le faire. Donc, du coup, on a ces similitudes. Et quelles sont leurs spécificités quand même, parce que c'est pas des humains, hein, malgré tout. Comment on peut, en fait, au final, s'adapter à l'animal? Alors justement, c'est là où après il va y avoir les différences, hein, comme tu viens de le dire. Donc déjà, il y a la notion d'acidité et alcalinité. Donc par exemple, l'humain a un pH à 7, hein, à peu près, hein. Le carnivore, donc le chat et le chien, aura plus un pH vers 5 et un cheval vers 8. Donc déjà, ça, c'est une très grande différence, hein. J'aime bien prendre l'exemple souvent de l'otite chez le chien. Moi, j'ai un labrador qui est souvent sujet soit à de l'eczéma ou à des otites, hein. C'est la spécificité de son espèce. Et en général, cette problématique-là est due à des excès de glucides.
donc les poumons qui éliminent naturellement ces cols, prennent le relais parce que là, le système digestif n'arrive pas à digérer ça. Donc en fait, en régulant cette problématique, on peut réguler sur le long terme, en prévention, l'arrivée de ces otites. Exactement, du coup. Ça veut dire que le cérumen de l'animal sera bien acide et quand il est trop alcalin, la maladie apparaît. Donc ça, c'est le fameux terrain. On va avoir le rapport à l'alimentation, comme j'ai dit, carnivores, herbivores, ils n'auront pas les mêmes besoins. Il y en a un qui, par exemple, le chien est réputé pour être glouton. Là où le chat va prendre quelques croquettes de temps en temps quand il y pense. Voilà, donc c'est pas les mêmes besoins non plus. Le rapport au mouvement, là je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde. Le chien est l'ancêtre du loup, donc quelle que soit la race du chien, même s'il y en a qui paraissent aujourd'hui très éloignés. Donc oui, c'est un animal qui a besoin de courir. À la base, c'est dans ses gènes, pour reprendre le terme de génétique. La qualité du sommeil, tu en as parlé, selon la qualité du couchage. Aussi, je pense là aux chevaux, qui si, par exemple, la litière est un peu trop souillée, un peu trop humide, peut développer des moisissures et la qualité du sommeil en sera impactée, par exemple. Les rapports sociaux, il y a des animaux qui sont faits pour vivre en communauté, d'autres qui sont faits pour vivre seuls. Donc, il y a ce côté aussi à prendre en considération. Et j'ai mis 2 exemples que j'aime bien aborder. C'est la capacité d'élimination, donc avec ce petit chat qui fait pipi. Je pense là aux plantes, parce qu'on utilise aussi des plantes en naturopathie animale. Et un chat, par exemple, n'a pas d'enzyme digestive pour digérer ces plantes. Donc, sur le long terme, ça peut vraiment être toxique pour lui et ça peut l'empoisonner. Donc, voilà. Il y a des choses comme ça où il faudrait être un peu plus vigilant. Et je pense à l'organe des sens, parce que c'est quand même leur instinct premier. Donc, l'odorat, le goût, etc. Pareil, avec certaines galéniques de plantes, certaines formes de plantes qui seront peut-être plus difficiles à donner parce que au goût, pour eux, ça ne sera pas très appétant. Ils n'auront pas très envie d'aller goûter. Donc, et je pense aussi aux huiles essentielles pour les chats qui vient vraiment perturber leur odorat et qui peut les rendre fous parce que du coup le chat perd tous ses repères et ça peut être compliqué aussi pour lui de se retrouver et de s'identifier. Totalement. On peut passer au slide suivant qui est du coup l'approche holistique. Comment ça fonctionne du coup tout simplement un rendez-vous avec un chien, un chat, un cheval. Alors, ça se passe bien en général. Tout le monde discute. Après, comme tu te doutes, l'animal ne parle pas, il exprime aussi les choses autrement. Donc, on va beaucoup travailler avec le gardien. Donc, par exemple, moi, je me déplace au domicile du gardien de l'animal. Ayant des animaux moi-même à la maison, c'est plus facile de me déplacer. Vous verrez plus tard dans la présentation, il y a des élèves sortants de l'école qui vous ont partagé aussi leur expérience professionnelle. Donc, vous verrez après. On fait aussi un bilan de vitalité, comme en naturopathie humaine. On va voir les habitudes de vie, on va voir la gestion émotionnelle. Donc, la gestion émotionnelle, comme je disais tout à l'heure, ça peut être comment on vit la séparation, quand le gardien part au travail, qu'il y a des destructions, par exemple. Comment il gère l'arrivée d'un nouveau membre dans le foyer, que ce soit un bébé ou un autre animal, par exemple aussi. Donc voilà, on va poser des questions aussi sur son alimentation, sur son couchage, sur ses balades. Voilà, donc on va vraiment voir comment l'animal se comporte. On va aussi expliquer, pour moi, un naturopathe animalier, c'est comme aussi en naturopathie humaine, on est dans la pédagogie, donc il faut toujours expliquer. Et oui, si on conseille quelque chose, d'expliquer que c'est un besoin de l'animal, en fait, tout simplement, et expliquer les besoins naturels de cet animal et pas calquer nos propres croyances sur eux. Et ça amène des prises de conscience. Et comme on sait, les prises de conscience amènent à la mise en action. Et on voit là ce qui est possible de mettre en action pour la personne. Quand je dis la personne, c'est le gardien. Et aussi en fonction du potentiel que l'animal peut avoir. Donc, je pense à un labrador, à border collie, n'ont pas les mêmes besoins, par exemple. Non, totalement. Donc, même si c'est un chien, il faudra adapter aussi ça. Et puis, là aussi, on va demander souvent, comme je parle souvent de relais, s'il y a un relais avec le vétérinaire, parce que voilà, il y a des suivis aussi qui sont nécessaires par le vétérinaire. Donc là, on est bien complémentaires. On peut aussi travailler en partenariat avec des ostéopathes, que ce soit canin et équin pour le coup. Voilà, donc c'est vraiment une approche holistique aussi en partenariat avec d'autres professionnels ou d'autres praticiens. Totalement.
Totalement. Moi, je pense notamment, un chien dans ma famille qui a une hypothyroïdie comme moi, mais c'est clair que, concrètement, en fait, il y a des choses qui peuvent vraiment l'aider au quotidien, ne serait-ce que par l'hygiène de vie, d'avoir choisi des croquettes adaptées par rapport à l'hypothyroïdie, pour qu'en fait, il la vive mieux, que comme moi, quoi, qu'il soit pas touché autant, par, des petits trucs qui peuvent traîner malgré un traitement, en fait. Et là, c'est rigolo ce que tu décris parce que je viens de mettre la diapo sur l'effet miroir. Donc, merci pour ma transition, c'est parfait. Donc, je vais commencer du coup par l'effet miroir. Hein, comme je le mets, c'est le lien étroit entre l'animal et son gardien, au point que l'animal va manifester les mêmes symptômes que son humain finalement. Et comme moi, mon chien est amputé de la patte gauche, et moi, j'ai fait aussi une embolie qui a commencé avec une phlébite sur ma jambe gauche. Donc, ce rapport, il est quand même très, très, je ne vais pas dire de hasard, parce que le hasard n'existe pas vraiment finalement, il faut juste être attentif aux signes. Mais voilà, cet effet miroir, parfois, est aussi abordé en consultation, enfin, et même souvent abordé en consultation, parce qu'il faut aussi que le gardien prenne conscience que parfois, il y a des problématiques qui sont liées aux deux, finalement. Et que le gardien devra aussi travailler son hygiène de vie et revoir sa gestion du stress ou des émotions. Totalement. Donc ça, c'est un des premiers points qu'on aborde aussi. Et l'anthropomorphisme, le deuxième point, donc c'est projeter sur un animal des qualités ou des comportements qui sont par nature humains. J'aime bien prendre l'exemple de mon chien fait des destructions, il se venge. Non, un chien n'a pas un esprit de vengeance. S'il détruit, on va aller creuser. Est-ce qu'il s'ennuie? Est-ce que c'est une angoisse de séparation? Voilà, on va essayer vraiment de chercher pourquoi il fait ça, mais par rapport à ses besoins à lui et pas par une interprétation de son gardien. Puis il faut se dire aussi que les chiens, enfin les animaux, ont gardé vraiment leur instinct. Hein. Donc ils sont pas autant, je veux dire, voilés par la société d'aujourd'hui, quoi. Ils ont vraiment leur instinct, leur peur propre à eux, etc. C'est ça. Et tu refais encore une belle, comme quoi tout c'est cohérent notre approche, donc c'est chouette parce que on aborde aussi le côté énergétique avec les animaux. Hein. Donc, et comme tu disais, oui, il y a une sensibilité qui est assez forte chez eux, encore plus. Donc, je vais commencer avec tout ce qui est magnétisme et Reiki. Hein, tu parlais de sensibilité. J'aime bien prendre plusieurs exemples pour chacune des espèces qu'on étudie dans notre cursus. Hein. Par exemple, le chat est réputé pour absorber les énergies négatives. Oui. C'est dans les croyances populaires, hein, mais il y a toujours eu, d'où aussi la peur du chat noir. Voilà, qui pourrait, voilà. Donc voilà, il y a toujours eu des croyances par rapport à l'énergie des animaux. Les chevaux, qu'on sait aussi hypersensibles, pour le coup, souvent je parle d'eczéma sur un cheval, le propriétaire en général en a aussi. Donc voilà, il y a des petits couplets comme ça. Et il n'y a pas très longtemps, je partage aussi, il y a des chiens qui sont guides d'aveugles, mais il y a aussi des chiens qui sont élevés, entre guillemets, et qui sont sensibles et qui peuvent détecter des crises d'hypoglycémie, des crises d'hyperglycémie, et qui sentent ces vibrations pour le coup chez l'humain, et qui peuvent aussi sauver des vies. Hein, c'est les chiens aidants. Donc du coup, je leur rends hommage aussi ici, parce que du coup, sur le côté énergétique, voilà, chez eux, c'est inné en tout cas. Ouais, totalement. Totalement. Après, en autre technique qu'on peut utiliser, c'est le toucher. Pareil, ça coûte rien, mais par contre, pour l'animal, c'est le premier lieu, la première interaction avec l'humain, avec son gardien. Et c'est aussi un moyen de communication pour eux, le toucher. Donc, ça, c'est pareil, des fois, c'est important de rappeler qu'il faut caresser son animal. Et en plus, ça va activer les fluides du corps, les fameuses humeurs dont parlait Corinne aussi ce midi. Donc, tous ces liquides qui vont pouvoir peut-être circuler et favoriser l'élimination des toxines. Donc, une pierre deux coups. Mais même comme nous, on ne se touche pas assez. Enfin, ça, c'est quelque chose que je dis souvent en consultation, mais c'est est-ce que vous massez, en fait, tout simplement à la sortie de la douche, de prendre ne serait-ce qu'une petite crème que vous aimez bien ou une huile végétale neutre et massez-vous. C'est le premier lien, on s'est complètement déconnecté du toucher. Oui. Je trouve. Et même le brossage à sec, parce que du coup, moi, j'utilise, on brosse un animal et il est conseillé aussi en naturopathie humaine, le brossage à sec, donc encore quelque chose de très similaire entre mammifères pour le coup. Donc, voilà, pour le petit exemple.
Donc, j'ai mis aussi les cristaux. Donc, ça, c'est des techniques énergétiques qui sont abordées dans le cursus de synergie. Donc, les cristaux, c'est les structures cristallines des minéraux qui vont aider à rééquilibrer les déséquilibres des structures biologiques. Donc, voilà, c'est le pouvoir du minéral là qui va aider aussi à rééquilibrer l'organisme. Les couleurs, parce que comme j'ai mis ce petit chien avec ses petits chakras, donc, on peut aussi travailler sur les chakras des chevaux, des chats, des chiens, et du coup utiliser les couleurs pour ça, en lien avec les pierres. La musique, les vibrations, donc là j'ai mis 2 images, chat et chien au bonheur. Et la petite anecdote que j'aime bien, qui dit aussi que la musique a été créée par l'homme parce qu'il voulait imiter l'animal. Donc peut-être que le fait que l'animal est aussi sensible à la musique viendrait de là. Donc du coup, je trouve ça intéressant de vous le partager. Et musique et vibration, c'est vraiment top pour des animaux qui peuvent souffrir d'angoisse, de séparation, parce que du coup, les musiques apaisantes, ça va dégager des hertz qui vont leur être bénéfiques sur le terme vibratoire. Totalement. Et un dernier qu'on aime bien aussi, en naturopathie humaine, on l'utilise aussi, les fleurs de Bach. Alors, les fleurs de Bach, c'est Monsieur Bach qui a inventé ça, et on parle de déséquilibre émotionnel, et ces fleurs ont le pouvoir justement de rééquilibrer cette émotion. Le plus difficile, c'est de cibler la bonne émotion. Donc, je vais prendre un exemple concret, un aboiement de chien un peu trop fréquent, un peu trop gênant pour les voisins, qui peut aussi être cause de soucis pour le gardien. On va définir avec le gardien si ces aboiements viennent d'une peur, d'une frustration, d'une colère, et en fonction de ce qui en découle, on n'aura pas la même fleur de Bach. Donc là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment ciblé ce que ressent le chien et pourquoi il aboie à ce moment-là, pour lui donner un complexe un complexe floral même, beaucoup plus approprié. D'accord. Donc, on a vraiment cette dimension holistique, donc sur tous les plans de l'être, en fait, de l'animal. Donc, on agit autant au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau hygiène de vie, au niveau psycho-émotionnel, émotion. Donc, c'est pareil, vraiment, que les humains. Voilà. Après, comme pour les fleurs de Bach, comme j'ai dit, en anthropomorphisme, il y a des émotions que l'animal ne peut pas ressentir. Donc, il y a des fleurs de Bach qu'on ne pourra pas conseiller, vu que, par exemple, l'agrimonie, la fleur du masque, l'animal n'est pas en capacité de mettre un masque pour dire « tout va bien, je vais bien ». Donc ça, c'est une fleur qui ne sera pas appropriée pour l'animal, par exemple. Mais sinon, le reste, oui, c'est similaire. Donc là, j'ai mis une diapo sur l'approche émotionnelle avec une pyramide de Maslow canine, pour le coup. Donc, qu'on peut travailler aussi avec le gardien de l'animal, de dire, oui, à un moment donné, mon animal a des besoins. Je pense au jeu, par exemple, que ce soit pour le chat, pour le chien. Il a besoin de jouer, c'est dans sa nature. Après, après, en vieillissant, parfois, ils en ont moins besoin, en tout cas, mais ça va avec ce besoin de mouvement et ce besoin de contact. Donc, on va retomber sur nos notions d'éthologie, animaux plutôt grégaires ou leurs rapports sociaux. Le lien avec le gardien, vous ne serez pas étonné d'entendre parfois, tu parlais de ta maman, mais le gardien qui dit c'est mon bébé, ou des personnes que vous voyez promener leur chien en poussette. Donc voilà, là, il a à faire. Donc, sa place au sein des humains, comme je parlais, entre l'arrivée de nouveaux congénères, donc quelle est sa place ? Sa place au sein de ses congénères. On peut aussi accueillir des animaux qui ont du mal avec leurs congénères parce qu'ils n'ont pas eu la sociabilisation faite à un moment donné, donc ça peut être compliqué. On peut parler aussi du sevrage, qui est peut-être fait trop tôt parfois chez certains animaux avant l'adoption. Et quand on est sur des adoptions, on n'a pas toujours leur passé. Donc, on peut se retrouver avec des comportements imprévus, pour le coup, qu'il va falloir gérer aussi. On va travailler avec les fleurs de Bach et tout le potentiel vibratoire, donc l'eau, la qualité de l'eau, l'alimentation, le mouvement, l'air, la lumière, enfin voilà, tout ce qui est bénéfique pour nos compagnons. Totalement. Comme on disait, quand tu m'as fait découvrir la naturopathie animale, je t'ai dit, mon chien, c'est dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, mais c'est direct. Mais là, même là, au début du printemps, c'est de suite, elle sort sur la terrasse et hop, il faut qu'elle se mette au soleil. C'est fou comme ils ont l'instinct qui est hyper connecté, quoi. Ils savent où ils doivent aller et où ça leur fait du bien et où ils sont bien. Tout simplement.
Bah là, ça va être un peu comme nous, hein, c'est ah bah voilà, dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est bon pour notre système osteomusculaire, hein, on synthétise de la Oui. vitamine D, ça va fixer le calcium. Donc en fait, c'est instinctif, hein. Les balades en forêt, bah, on fait le plein de ions négatifs, ces vitamines de l'air qui nous boostent à un moment donné, hein, qui sont sympas. Et bah, on connaît tous aussi le chien qui va mettre sa truffe dans la terre, hein, pour aller Mmh. chercher son ancrage, pour aller renifler cet humus qui est plein d'énergie aussi, hein. Donc c'est vrai que ça, voilà, un animal qui sort pas beaucoup peut, du coup, avoir des troubles du comportement associés à ce manque d'activité, par exemple. À ce manque aussi de contact avec des éléments naturels, à ce manque de contact, mais même des certainement des maladies associées. Je pense à des chats ou des chiens qui sont totalement en appartement et à un moment donné, ils vont avoir des problèmes ostéo-articulaires par le manque de vitamine D ou quelque chose comme ça. C'est Certainement. ça. Donc, bah, comme le calcul rénal, hein, qu'on voit souvent chez les chats, hein, qui peuvent avoir des Oui. insuffisances. Voilà, il y a aussi, bon, les reins, c'est associé à la peur, hein, donc il y a aussi quelque chose à travailler sur la symbolique émotionnelle, hein, de cette maladie et de l'alimentation, hein, qui n'est pas forcément adaptée, même si c'est vrai qu'entre des croquettes industrielles et le barf ou la nourriture crue, bah voilà, c'est aussi une éducation à l'alimentation pour l'animal, hein. Donc, et là, le gardien, il faut qu'il soit un peu formé, en tout cas à la lecture d'étiquette, même si on passe par les croquettes, hein, pour Oui, trouver le plus adapté, hein, pour son animal. totalement, totalement. Et donc du coup, quand on est formé en naturopathie animale, quels vont être en fait les débouchés? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on peut faire, à ce niveau-là? Alors, il y a plusieurs choses possibles, hein. Là, j'ai mis après trois témoignages d'élèves sortants, hein, du cursus, parce qu'on a des élèves sortants maintenant, vu que ce cursus est en place depuis une bonne année, je pense. Mmh. Donc, hop, vous verrez ce que les collègues proposent. On est sur des métiers d'accompagnement de gardiens d'animaux, de propriétaires d'animaux domestiques. Comme je disais, hein, il y a vraiment ce côté domestication qui est là, et notamment chat, chien et cheval. On va avoir tout profil, hein, ça peut être des personnes bah, qui font ça pour eux, pour leurs propres animaux. On a des éleveurs qui veulent Oui. aussi, bah, au-delà de l'élevage, être dans le bien-être de leur élevage. Il y en a des assistants vétérinaires aussi, parce que dans leur corps de métier, bah, ils ressentent ce besoin-là et on leur offre, bah, il y a des vétérinaires qui sont aussi ouverts à ça. Mmh. Donc voilà. J'ai aussi une personne qui m'a contactée, qui est toiletteuse canine, par exemple, et qui, en saisonnier, trouvait sympa de l'été plus être toiletteuse et l'hiver être plus dans la naturopathie. Comme ça lui faisait Ouais. aussi un complément sur son année. Donc ça, c'est vraiment varié. Donc cette formation, ce qui est bien, c'est qu'elle est accessible à tout le monde, hein. Il ne faut pas, comme on l'a dit, hein, sortir d'un cursus médical pour y accéder. On est vraiment sur 8 modules accessibles à tout le monde. On reprend les bases de la naturopathie humaine et animale, Oui, voilà, en très premier bien. module. On va travailler aussi sur tout ce qui est base scientifique et faire découvrir un peu l'éthologie, justement, Mmh. pour qu'on ait les mêmes bases et le même vocabulaire, finalement. Et après, on commence à travailler plus sur des modules autour du système digestif, de la phytologie, le système nerveux et l'organe des sens, hein, qui va en découler, le système urinaire, respiratoire, circulatoire, les fleurs de Bach, le système ostéomusculaire, le mouvement, l'énergétique. Donc vraiment, tout est abordé dans le cursus. Et il y a 2 stages visio de 2 jours, hein, donc 2 stages de 2 jours, un en phyto, où on Mmh. aborde plantes, huiles essentielles, bourgeons, et un en fleurs de Bach, où là, Ouais. vraiment, on s'attarde sur de la pratique. Donc là, c'est principalement que des exercices, que des cas concrets, où on peut s'entraîner, hein, en groupe. Souvent, c'est des petits groupes, donc c'est plutôt chouette à travailler. Et c'est là aussi où on prépare l'examen, qui est bien une consultation de naturopathie animale. Donc c'est bien une formation qui est faite pour être praticien en naturopathie animalière. Et du coup, cette consultation, on vous prépare à la gérer sur 1 heure, avec un questionnaire, une préparation de bilan de vitalité, les comptes rendus qu'on peut faire aux clients. Enfin voilà, c'est vraiment très complet. Super, c'est génial. On va pouvoir voir un petit peu, des témoignages en fait, de personnes qui ont fait le cursus. Du coup, on peut voir donc Émilie qui nous parle en fait de ce témoignage qui va nous parler, on peut, du coup travailler à côté de cette formation? On peut, faire ça à son rythme? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors, la formation, c'est des modules téléchargeables en PDF qui sont imprimables assez facilement. Et en fait, c'est ce qu'Émilie a apprécié dans cette formation, c'est Mmh. travailler à son rythme parce elle était salariée à côté, donc elle l'a intégré facilement dans son emploi du temps. Et à l'issue de ces modules, il y a des devoirs, pas des QCM comme elle le précise, c'est vraiment des devoirs où on exerce l'esprit critique. Vous parliez de l'esprit critique tout à l'heure avec Corinne. Bah oui, c'est important. Le but, c'est pas de formater ou faire un copier-coller d'une réponse, c'est de voir si vous l'avez compris et voir justement pédagogiquement comment on va le restituer à notre client en fait. Parce que si on n'a pas compris le concept, ça va être difficile après de le préparer. Donc, c'est des petites questions pour justement exercer l'esprit critique et réapprendre à reformuler les choses. Et en fait, ça permet aussi d'avoir des fiches de révision pour le coup, pour l'examen final. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est top. Il est très joli, en tout cas, le logo d'Émilie avec la petite truffe en forme de cœur. Très sympa. Et du coup, il y a son site, comme ça, vous pouvez aller voir ce qu'elle propose, parce que du coup, elle fait ses consultations en naturopathie animale maintenant. Ah oui, alors elle a aimé aussi le côté devoir corriger individuellement, parce qu'il y a forcément une correction type et puis des petites annotations pour sa propre progression. Donc ça, c'est aussi chouette, parce que du coup, on peut faire évoluer la personne qu'on accompagne à son rythme. Donc ça, c'est aussi chouette. Totalement. Donc, on a Stéphanie qui nous parle en fait que l'examen, c'est une vraie consultation. Et ça, c'est vrai, je trouve ça très riche. Et moi, je trouve ça tellement évident en fait que ce soit une vraie consultation, qu'on vous voit sur le terrain. Alors, c'est ultra stressant. Ça, faut se le dire, c'est une réalité. Mais ça reste voilà, c'est bienveillant. Je veux dire, c'est votre première véritable consultation, souvent vraiment les pieds dans le plat, observer et tout, en plus avec quelqu'un, un vrai client, etc. Mais je trouve ça concret, quoi. Voilà, on vous forme à faire une consultation, vous êtes formé à faire une consultation et on vous évalue sur une consultation. Je trouve ça vraiment Après, intéressant. souvent, c'est pareil, c'est soit du domicile ou soit ils accueillaient chez eux, parce que ça, après, c'est libre à chacun dans son installation professionnelle. Après, pareil, sur la consultation d'examen, moi, j'aime bien demander une petite photo de l'animal qui va être concerné par la consultation d'examen. Comme ça, si l'animal, il doit être dehors à un moment donné ou voilà, pour pouvoir mettre à l'écran l'animal qui est concerné et de le laisser évoluer. Ça fait partie du bien-être animal aussi. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et voilà, pour le coup, la formation prépare vraiment à cet examen. Donc, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, même si l'examen, on ne rentre pas dans toutes les cases à un moment donné, c'est pas grave, c'est des points de progression. Donc, voilà, on peut le repasser sans souci. Puis, connaissant un petit peu l'équipe chez Synergie, je suis sûre que vous êtes bienveillants. Donc, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. D'ailleurs, Stéphanie, je pense qu'elle a initié cette formation parce que du coup, elle était très demandeuse de la formation naturopathe animalière. Donc, voilà, je sais qu'elle en avait échangé beaucoup avec Corinne. Et elle a apprécié justement le fait que ce soit le même formateur qui accompagne et pendant le cursus et pendant les stages, en sachant que les stages, on peut aussi partager nos supports avec nos collègues et à un moment donné, la personne, elle peut faire son stage avec un autre référent sans souci, étant donné qu'on est sur les mêmes valeurs et les mêmes notions d'apprentissage. Donc, ça pose vraiment pas de problème non plus pour l'emploi du temps. On peut s'adapter vraiment à tout ce qui est possible. C'est génial, c'est super. Et on a Fanny, du coup, qui nous parle en fait de son ressenti en post-cursus, de voir que chaque module, c'est une vraie vision en fait de la naturopathie. C'est vrai qu'on n'en a pas encore trop parlé, mais chaque école de naturopathie a un peu sa vision de la naturopathie. Et les bases de chez Synergie, c'est vraiment le vivant, l'holisme. On est sur l'hygiénisme, sur du bien-être. On est vraiment dans ces bases-là. Donc voilà. Donc là, oui, on a Fanny, et pareil, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a quand même côté Belfort, ici Île-de-France, et là, du coup, secteur Normandie, parce que c'est comme c'est un cursus tout visio, ils sont dispatchés dans tout le territoire. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi, et voilà, donc Fanny aime les chats, comme vous pouvez le voir, et elle s'est aussi formée à côté au Reiki, qui l'appelle en fait, et où elle se sent à l'aise. Et elle est vraiment sur le développement personnel de l'animal et de l'humain, parce que souvent, ce qui ressort des naturopathes animaliers, c'est il ne faut pas négliger le gardien, parce qu'il y a vraiment une très grande place aussi en entreprise
morphisme et en effet miroir. Et il faut pouvoir gérer ça aussi dans sa consultation avec l'animal. Et oui, totalement, totalement. Mais c'est comme on dit, les 5 personnes qui sont autour de toi sont les reflets de ton mental, et cetera. Forcément, un animal, s'il ne voit pas bien, et cetera, il ne peut pas être bien, en fait. En plus, ils ont pas de masque, c'est pas des acteurs, ils font pas de caprices, et cetera. Donc ils ne peuvent, enfin, ils n'expriment que la vérité, qu'une forme de vérité, et cetera. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais c'est clair que on doit être bien dans notre tête pour que notre chien soit bien dans ses pattes. Tout simplement. C'est ça. Donc voilà pour la petite présentation de la naturopathie animale. J'ai mis la petite fiche contact pour toutes les questions, si on a maintenant d'ailleurs. On va pouvoir passer à ce moment de réponse aux questions. Donc, si vous avez des petites questions, des petites interrogations sur ce métier, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais oui, c'est passionnant, vraiment. Je suis agréablement surprise. Je me rappelle qu'on en avait très rapidement parlé à mon école de naturopathie, mais on n'était pas rentré dans des détails comme ça. Et je trouve ça clairement passionnant. En fait, c'est d'une évidence, je trouve, la naturopathie animale, qui est assez incroyable, en fait. C'est naturel, c'est holistique. Oui, on prend en charge l'émotionnel. Oui, c'est comme nous, comme vraiment pour les humains. C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez des petites questions, des petites interrogations au niveau de la naturopathie animale? Je vérifie qu'on est bien connecté. Après, de toute façon, voilà, vous pourrez contacter Sabrina pour les personnes qui regardent peut-être un replay. Donc voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message à ses réseaux sociaux, etc. si vous avez la moindre interrogation. Donc on a Julie qui nous dit que c'est vraiment passionnant. Mais oui, c'est passionnant. Ça m'a donné envie de me former pour ne serait-ce que mon chien, avoir des petits réflexes, des petites bases. D'ailleurs, il faut préciser quelque chose que je n'ai pas précisé sur le cursus Synergie Naturopathie. La naturopathie humaine et animale étant très proches, les personnes qui sont formées en naturopathie humaine chez Synergie ont une dispense financière de 2 modules sur la naturopathie animale, donc ce qui réduit quand même le coût de la formation qui était affiché à la diapo. Donc comme je dis, c'est toujours à apprendre. Et voilà, comme il y a quand même des modules qui sont proches. Ouais. Donc ça peut être intéressant, et c'est vrai que parfois l'un appelle l'autre, étant donné que dans notre cursus humain, on a déjà une initiation à la naturopathie animale pour montrer tout le potentiel de la naturopathie finalement. Super. Eh bien, merci. En tout cas, Sabrina, je pense qu'on a fait tellement le tour qu'il n'y a pas de questions. Oui, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je suis très contente parce que je me dis, ouais, ça veut dire en même temps, voilà, on a bien fait le tour. Merci en tout cas. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot pour les personnes qui seraient peut-être tentées par la formation, qui seraient peut-être tentées à ce niveau-là? Vous êtes les bienvenus. La naturopathie, c'est une grande famille. Donc, en tout cas, moi, en travaillant avec mes collègues chez Synergie, c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Donc, pour le coup, intégrer la belle famille de naturopathie qu'on est, quoi. Merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve tout à l'heure avec Laureline pour discuter un petit peu au niveau des débouchés du métier de naturopathe, parce que c'est bien cool de se former, c'est bien cool d'apprendre de la naturopathie, mais qu'est-ce qui se passe après? Donc, on se retrouve tout à l'heure à 20h et je vous dis à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci Eva.